C'est à l'école de guerre de Paris que s'effectue principalement la transmission. Les premiers émules sont argentins. Parmi eux, le général López Offranque, qui participera au coup d'État de 1976. En 1957, López Offranque est sélectionné par l'état-major argentin pour s'initier à ce qu'on appelle désormais la doctrine française, avec à la clé un stage pratique d'1 mois en Algérie. Les professeurs n'arrêtaient pas de nous parler de la guerre révolutionnaire. C'était quelque chose de tout à fait nouveau pour nous. En Amérique latine, nous ne connaissions pas à l'époque ce genre de problème. Il y avait bien sûr des luttes politiques, parfois violentes, mais pas de type subversif. Nous ne connaissions pas l'importance de la population dans ce genre de guerre. Pour nous, il n'y avait que la guerre classique, avec l'infanterie, le fusil, les chars, les canons. Mais jamais nous n'avions imaginé un ennemi qui tue avec un couteau ou qui étrangle avec une corde. Ici, j'ai beaucoup appris. Avec le sang, on apprend beaucoup. C'est ainsi que les méthodes de la bataille d'Alger sont exportées pour la première fois à l'école de guerre de Buenos Aires. En 1959, les armées françaises et argentines signent un accord qui prévoit la création d'une mission militaire française permanente dont les assesseurs s'installent à Buenos Aires, au siège de l'état-major argentin. Tous sont des anciens d'Algérie qui opèrent dans le plus grand secret. Aujourd'hui encore, le sujet est tabou. Aucun n'a accepté de parler du rôle de la mission. Oui, bonjour. Vous m'entendez, M. Bernard Cazomayou? Oui, M. Bernard Cazomayou. On était parti là-bas à la demande de l'armée argentine pour les renseigner la guerre révolutionnaire. La mission était pour ce sujet-là et pour rien d'autre. Le reste ne nous intéressait pas. Payés par l'armée argentine, les Français font traduire le livre du colonel Trinquier, dirigent des cours et publient des articles dans les revues militaires. Le thème, c'est toujours la guerre antisubversive, comme le reconnaît du bout des lèvres le colonel Bintresque. Oui, bonjour. Je voudrais parler à Robert Bintresque. C'est moi-même. On essaie de leur expliquer cette guerre subversive, cette guerre d'en dessous. Oui, et puis une histoire d'ennemi qui n'est pas forcément l'ennemi auquel ils étaient habitués. L'ennemi, c'est parfois le gars avec qui vous prenez un whisky, hein. L'influence des Français culmine en 1961 avec l'organisation à Buenos Aires du premier cours interaméricain de guerre contre-révolutionnaire auquel participent 14 pays. Son directeur n'est autre que López Offranque, qui en a confié l'encadrement aux militaires français. Il y avait des officiers de tout le continent? Oui, de tout le continent américain nord et sud, y compris des États-Unis. Tous les officiers étaient réunis dans notre école de guerre. C'est moi qui ai dirigé le cours. Et Bintresque fut mon plus proche collaborateur. Est-ce que vous aviez participé? Un rôle que le colonel Bintresque a toujours du mal à assumer aujourd'hui. C'était uniquement argentin. Hein. Disons qu'ils ont utilisé nos cours pour faire les leurs. C'est vrai que les États-Unis étaient jaloux? Oui, les États-Unis voulaient que les Français s'en aillent. Ils voyaient d'un mauvais œil le rôle des Français. Mais les Américains ne connaissaient rien à la guerre révolutionnaire. Ils apprenaient en même temps que nous. Ironie de l'histoire. Alors qu'il avait été réalisé pour dénoncer la guerre sale menée par les Français, le film La bataille d'Alger a été utilisé pour former les militaires argentins à la lutte antisubversive. Qui a fourni la copie du film? Mystère. Alors, tu pouvais pas te décider sans faire tant d'histoire? Ça aurait été mieux pour toi. Hannibal et Julio étaient cadets dans la marine argentine quand on leur présente le film en 1967. 5 ans plus tard, les 2 officiers seront emprisonnés, puis limogés de l'armée pour avoir dénoncé l'usage de la torture. Ce ne sont pas des souvenirs agréables parce que tout ça, je l'ai vécu dans ma propre chair. Qui vous a présenté ce film à l'école navale? Nous étions cadets à l'école navale. C'est le directeur d'études, avec l'aumônier militaire qui était en charge de l'école navale, qui nous ont présenté le film. Il y avait, disons, un accompagnement religieux. L'aumônier militaire justifiait les méthodes de la bataille d'Alger? Tout à fait. Y compris la torture? Oui, elle n'était pas considérée comme un problème moral, mais comme une arme de combat.
Il faut savoir qu'ici en Argentine, tout un secteur de la hiérarchie catholique a complètement soutenu ce genre de pratique. En revoyant ce film, je me dis qu'ils nous l'ont présenté pour nous préparer à une guerre qui n'était pas celle pour laquelle nous étions entrés dans l'école navale, c'est-à-dire la guerre régulière. En fait, ils nous préparaient à une guerre irrégulière, en nous habituant petit à petit à des méthodes qui seront largement employées par la suite. Rien à voir avec la guerre contre un ennemi extérieur. Ici, on nous prépare à des tâches policières contre la population civile, qui est devenue le nouvel ennemi. Est-ce que la torture était utilisée à l'époque dans l'armée argentine? Avant ça, non. Des amis officiers m'ont raconté en 1969 qu'ils s'étaient entraînés à la torture sur des prisonniers vivants, au Brésil et à l'école des Amériques, au Panama. Et ça ne concernait que les officiers spécialistes du renseignement. À cette époque, la torture et les exécutions sommaires n'étaient pas encore utilisées massivement. L'école des Amériques de Panama. Ce nom est toujours associé à l'histoire des dictatures latino-américaines. Créée en 1946 par les États-Unis, l'école se spécialise dans la guerre antisubversive au milieu des années 60. C'est ainsi qu'au nom de la lutte contre le communisme, 60 000 officiers latino-américains seront entraînés dans ce qu'on appellera l'école des dictateurs. Cette histoire est connue, mais ce que l'on sait moins, c'est le rôle qu'ont joué les Français dans la formation des instructeurs américains. Tout commence en 1960 quand Pierre Messmer est nommé ministre des Armées. Il est contacté par les Américains au moment où se profile la guerre du Vietnam. C'est toute la théorie de la guerre révolutionnaire qui les a intéressés. Vous, en tant que ministre, vous avez reçu des demandes d'envoi d'instructeurs Ils nous l'ont demandé, nous avons donné suite à leurs demandes. Et quel était le profil de ces militaires que vous avez envoyés là-bas, aux États-Unis? On s'efforçait d'envoyer des gens qui avaient l'expérience. C'était une question d'expérience, surtout. Et Ossarès, comment est-il devenu instructeur à Fort Bragg? Il est devenu instructeur à Fort Bragg parce que c'était un spécialiste. Quand les Américains ont demandé des conseillers techniques, je suppose que l'état-major de l'armée a dû prendre ces listes et désigner des hommes qui avaient appartenu aux états-majors en Algérie. Et en particulier, qui avaient eu ces missions d'interrogation des prisonniers, etc. Et Ossarès était l'un des meilleurs spécialistes de la guerre révolutionnaire. Enfin, pour la France, en tout cas. Oui, Ossarès, je crois, n'est pas un penseur. Je crois que c'est un exécutant. 1961. Le commandant Ossarès est nommé auprès de l'attaché militaire de l'ambassade de France à Washington, dont dépendent 10 officiers de liaison. Tous sont des anciens d'Algérie, répartis dans les différentes écoles militaires américaines. Ossarès, lui, rejoint Fort Bragg, le siège des forces spéciales qui interviendront massivement au Vietnam. Qu'est-ce que vous avez donc enseigné là-bas? Eh bien, j'ai enseigné les conditions dans lesquelles j'ai fait un travail qui n'était pas celui que fait normalement une armée classique. En clair, vous avez enseigné les techniques de la bataille d'Alger? C'est ça. C'est-à-dire voilà. Aussi bien les arrestations, le renseignement, la torture, tout ça? Tout ça. Direction les États-Unis. Le général Jones et le colonel Bernhardt sont 2 anciens élèves d'Ossarès à Fort Bragg. Vétérans de la guerre du Vietnam, ils militent aujourd'hui contre l'usage de la torture. Ils confirment qu'au début des années 60, ils n'avaient jamais entendu parler de guerre antisubversive. Est-ce qu'on peut dire que les Français avaient plus d'expérience dans le domaine de la guerre antisubversive que les Américains à l'époque? Aucun doute là-dessus, nous n'avions aucune expérience. C'est pourquoi nous avons fait venir des instructeurs de France. Nous avons lu des études, des livres pour apprendre de l'expérience des Français. Quel type de livre avez-vous lu? Le livre de Trinquier. Nous avons reçu la guerre moderne en 1961. C'est Paul Ossarès qui avait travaillé avec Trinquier qui nous a apporté les épreuves du livre à Fort Bragg. Nous l'avons lu en détail et malheureusement, je suis l'un de ceux qui l'a étudié à fond. C'est à partir de ce livre que sera conçu ce que nous appellerons l'opération Phénix.
J'ai envoyé le livre à Robert Comer, qui travaillait alors à la Maison-Blanche. Robert Comer. Cet agent de la CIA est nommé à la tête du bureau de Saigon en 1967. Dirigeant une unité d'escadron de la mort, il est chargé d'éliminer les réseaux du Viet Cong dans la population vietnamienne. Une guerre très sale, baptisée Opération Phoenix. C'était une copie de la bataille d'Alger. Le résultat fut dramatique, et c'est un euphémisme. Il y eut au minimum 20 000 personnes tuées. Oui, tuées. Des civils? Oui. Est-ce que Paul Osarès vous a parlé de son rôle dans la bataille d'Alger? Ce que Paul nous a appris, c'est l'importance capitale du renseignement dans ce genre de guerre. Il nous a enseigné comment il fallait l'obtenir et ensuite l'utiliser. Il nous a expliqué la torture. Par exemple, il prenait un prisonnier. En général, il arrivait à le convaincre de parler. La plupart parlaient. Mais ceux qui ne voulaient pas parler, il les soumettait à des souffrances physiques, des souffrances mortelles, qui faisaient qu'ils finissaient par parler. Il expliquait aussi que si un autre prisonnier assistait à la séance de torture, ça le convainquait en général de parler, car il savait que c'était lui le suivant. Le problème supplémentaire, c'était de savoir que faire avec les prisonniers torturés. La réponse d'Osarès, c'était qu'il fallait les exécuter. La plupart des élèves que vous avez eus sont partis ensuite au Vietnam. Ah ben, ils sont partis, sont allés au travail. Au Vietnam. Et j'en ai retrouvé, quand j'ai été attaché militaire au Brésil après coup, j'ai retrouvé des généraux qui m'ont dit « Mais on vous a eu comme instructeur à Fort-Bragg ». C'était en quelle année que vous étiez au Brésil, général? 73. Mais le Brésil, c'était une junte militaire qui était au pouvoir. C'est ça, oui, une dictature militaire. Et ça avait bardé. Vous étiez en rapport avec les militaires brésiliens, évidemment. Comment... Très étroit, très étroit. C'était l'année où il y avait eu la chute d'Allende. Le Brésil a aidé considérablement l'action du général Pinochet. Considérablement. Chilenas y chilenos que me escucháis. 11 septembre 1973, coup d'État au Chili. Le général Pinochet renverse le gouvernement socialiste du président Allende. La répression s'abat sur la gauche chilienne. Des milliers de personnes sont arrêtées, torturées, exécutées. Parfois devant les caméras, comme dans le stade de Santiago, transformé en camp de concentration à ciel ouvert. Pinochet est sûr de son impunité. Mais au niveau international, la réprobation est générale. Des survivants ont raconté que des officiers brésiliens dirigeaient les séances de torture. Avait-il été formé par Osarès? Déclaré sénile, Pinochet est à l'abri des poursuites judiciaires. Et injoignable. Reste son bras droit, le général Manuel Contreras, l'ex-chef de la DINA, la police politique de la dictature. Son avocat accepte d'organiser une rencontre. La chaîne de commandement arrive à Pinochet. Bien sûr, la chaîne de commandement remonte à Pinochet, au chef de la junte. Et pourquoi est-ce que Pinochet ne sera jamais inquiété? Parce que Pinochet a été déclaré sénile. Ah, c'est seulement pour ça. Oui, juridiquement, on ne peut pas l'attaquer. Mais c'est vrai que Pinochet a perdu la tête? Non. Il est bien mentalement. Oui. On dit qu'il est mal, mais c'est pour l'extérieur, c'est ça? Poursuivi par la justice chilienne, le général Contreras est en détention provisoire dans cette base militaire, d'où partit le coup d'État de 1973. Autant dire qu'il est en famille. Entouré de ses gardes du corps et de son équipe médicale, l'homme de confiance de Pinochet parle d'emblée de ses références françaises. Nous étions de grands admirateurs de l'OAS pour son attitude valeureuse et combative. Pour nous, c'était vraiment un modèle. Est-ce que vous avez connu le général Osarès?
Pas personnellement, mais il a entraîné des officiers chiliens au Brésil. Ah oui, au Sarès. Oui, tous les 2 mois, je lui envoyais des contingents d'officiers pour qu'il les forme. Il travaillait normalement au siège des services de renseignement à Brasilia, mais il allait souvent à Manaus pour les entraînements. Manao était un centre d'entraînement important pour les pays d'Amérique du Sud, n'est-ce pas? Oui, ce n'était pas très amusant pour ceux qui venaient d'Argentine ou du Chili, car le climat à Manaus est terrible. Retour en Argentine. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios. Quand en mars 1976, le général Videla prend le pouvoir, il a tiré les leçons du coup d'État chilien. La répression est encore plus féroce, mais elle s'opère en cachette, loin des caméras. Il n'y a pas d'image de cadavres, ni d'exécution. Le modèle argentin, la bataille d'Alger. Tous les généraux de la junte sont des élèves des Français. Parmi eux, le général Bignone, qui est aujourd'hui assigné à résidence. Il est accusé d'avoir volé les bébés des femmes qu'il faisait disparaître. C'est lui qui a rédigé les décrets militaires instaurant la dictature. Si vous comparez les décrets militaires de la dictature avec ce qu'ont fait les Français en Algérie, quelles sont les ressemblances? Je dirais que c'est une copie, il n'y a pas de différence. Ce sont les Français qui ont guidé la doctrine et les décrets militaires que nous avons appliqués ici. Depuis 1959, les assesseurs militaires français n'ont pas bougé du 12e étage de l'état-major argentin. Le jour du putsch, ils sont donc aux premières loges. Quant à Robert Servan, le chef de la mission, c'est un proche du général Bignone. Le français et l'argentin se sont connus à l'école des officiers de Madrid au début des années 60. C'est bien la seule chose que reconnaissent aujourd'hui le colonel Servan, avec qui la conversation a tourné court. Allô? Oui, bonjour madame, j'aurais parlé à Robert Servan, s'il vous plaît. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Bon, ne quittez pas. Est-ce que vous confirmez que pour les Argentins, les militaires argentins, l'influence des Français a été très importante? Oui, non, écoutez, je vous remercie. Vous aurez été très gentil de me téléphoner, mais je ne peux pas rien vous dire au téléphone. Je ne comprends pas très bien ce que vous me dites. J'ai des ennuis avec mes oreilles. Vous savez, ça fait un moment que j'ai quitté l'Argentine. Ah oui, je sais. Oui, je sais. Vous y étiez, vous? Je connaissais l'ami Bignone. Oui, tout à fait. Vous l'avez lu, son livre? Où il parle de vous? Oui. Eh ben, à cette époque, il était déjà un spécialiste de la guerre antisubversive? Robert Servan. Robert? Oui, bien sûr. Il donnait des cours? Oui, principalement à l'école de guerre. Sinon, il se déplaçait quand l'état-major de l'armée lui demandait une consultation. On le faisait travailler, c'est pour ça qu'il était là. On ne payait pas à ne rien faire. Quant à Michel Lénoré, l'adjoint du colonel Servan, il nie tout en bloc. Écoutez, madame, il y a déjà pas mal de gens qui tournent autour de cette histoire. J'irais pouvoir employer des mots dont on n'a peut-être plus tellement l'usage à l'heure actuelle, mais c'est notre honneur, quelquefois, que l'on met en doute. Je comprends. C'est notre honneur que l'on met en cause. Oui, je comprends. Si vous êtes là pour faire un bouquin sur la guerre subversive, en Argentine en particulier, je peux vous dire que pour ce qui est de la mission française en Argentine, entre l'époque où j'étais, c'est-à-dire 75 et 77, vous perdez votre temps, parce qu'on n'a strictement rien eu à voir avec la chose. Écoutez, moi j'ai tous les documents du chat, je peux vous dire, tous les rapports de l'activité de la mission, envoyés par le colonel Jean-Claude Le Guen à son ministère de tutelle, sur les conférences qui sont faites sur la campagne d'Indochine et d'Algérie, avec des questions posées par les élèves pendant 3 heures, j'ai tout ça. Malheureusement, comme je vous disais, c'est pas mauvaise volonté de ma part, mais je n'ai vraiment rien à vous raconter sur la chose. L'influence des Français pendant la dictature est pourtant confirmée par 2 témoins de premier rang, le général Arguindegui, ministre de l'Intérieur, et le général Diaz Bessone, ministre de l'Équipement. Chef du 2e corps d'armée, Diaz Bessone était responsable des camps de concentration du nord-est de l'Argentine. Aujourd'hui, le juge espagnol Garzón a demandé son extradition. Quant au général Arguindegui, il est aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il est accusé d'avoir dirigé la disparition et l'extorsion de dizaines de victimes.
Pour l'heure, les deux généraux sont à l'abri dans leur pays grâce à une loi d'amnistie. C'est la première fois qu'ils parlent des méthodes de la dictature argentine et de l'influence des Français. La première arme, le premier outil pour lutter contre une agression révolutionnaire, subversive ou de type guérilla, c'est d'avoir un bon appareil de renseignement. Ce fut l'un des enseignements les plus importants que nous ont transmis les Français de leur expérience en Algérie. Oui, nous avons tout appris des Français. Ici, le renseignement avait toujours eu de l'importance. Il s'agissait de connaître les positions des troupes d'un ennemi extérieur, avec drapeau et uniforme. Mais rien à voir avec un ennemi terroriste, subversif, qui est caché et disséminé dans la population. Ils sont partout. Ça peut être quelqu'un qui tient un commerce, ou qui prend des cours à l'université ou au lycée. Ça peut être un professeur, un médecin, un avocat, un ingénieur ou un ouvrier. Et la technique du quadrillage, ça aussi c'est un enseignement des Français? Bien sûr, la division du territoire en zones, sous-zones, c'est typiquement la doctrine française. Et la création de commandos spéciaux, comme en Algérie, qu'on peut appeler des escadrons de la mort. Et si ça a été différent? Disons des commandos qui entraient dans les maisons. En fait, nous avons opté pour une autre méthode. Il n'y avait pas de force spéciale pour ça, car toute l'armée a fait des opérations de ce type. Dans chaque zone, sous-zone, les unités militaires responsables entraient dans les maisons, arrêtaient puis conduisaient les prisonniers au centre d'interrogatoire. Toute l'armée a participé. Toute. Tous les militaires d'actifs de cette époque ont pris part à la guerre anti-subversive. Est-ce que les Français vous ont enseigné la technique de la gégène? On ne peut pas dire qu'ils nous l'aient enseigné. Ils nous ont expliqué à quoi ça servait. Et puis nous avons adapté la technique au fur et à mesure de la lutte. C'est une méthode que nous connaissions d'ailleurs déjà un peu dans la police nationale et fédérale. Comment voulez-vous obtenir des renseignements si vous ne secouez pas, si vous ne torturez pas? D'ailleurs, à propos des disparus, disons qu'il y en a eu 7000. Je ne crois pas qu'il y en ait eu 7000. Mais bon, que vouliez-vous que nous fassions? Vous croyez qu'on pouvait fusiller 7000 personnes? Si on en avait fusillé 3, le pape nous serait tombé dessus, comme il a fait avec Franco. Le monde entier nous serait tombé dessus. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Les mettre en prison? Et puis, dès qu'arrive un gouvernement constitutionnel, ils sont libérés et ils recommencent. C'est une guerre interne, c'est pas une guerre contre un ennemi de l'autre côté de la frontière. Ils sont prêts à reprendre les armes pour tuer à la première occasion. C'est une réalité et ce fut peut-être une erreur. Ça n'a rien à voir avec les disparus d'Algérie. C'était un autre pays. Une fois qu'il a été libéré, les Français sont rentrés chez eux. Tandis qu'ici, chaque disparu avait un père, un frère, un oncle ou un grand-père. Ici, la guerre a été très efficace. En 3 ans, la subversion a été anéantie. D'après les organisations des droits de l'homme, 30 000 personnes ont disparu en Argentine de 1976 à 1982. On sait aujourd'hui que la plupart furent jetées vivantes à la mer après avoir été torturées. C'étaient les vols de la mort, appelés pudiquement des transferts, les crevettes Bijar érigées en système, ainsi que le raconte un rescapé de l'ESMA. Les vols de la mort étaient organisés chaque semaine? Ça dépendait de la quantité de prisonniers qu'il y avait dans le camp de concentration, dont la capacité maximale était d'environ 100 personnes. Quand la limite était atteinte, ils accéléraient les transferts. Normalement, il y avait un transfert tous les mercredis, mais parfois ils organisaient 2 avions par semaine. Étudiant en sociologie, Juan fut kidnappé, sauvagement torturé, puis maintenu prisonnier à l'ESMA pendant 2 ans. Quant à sa femme, elle fait partie des disparus de l'école mécanique de la marine, où régnait en maître absolu le capitaine Acosta, alias El Tigre.
Acosta était le chef de renseignement de l'ESMA, une espèce de fou qui vivait 24 heures sur 24 sur place. Il était complètement obsédé par la gestion de ses officiers et l'administration du camp de concentration. Il disait régulièrement que son surnom El Tigre lui avait été donné par son maître français qu'il avait formé dans la guerre anti-subversive. Aujourd'hui, Acosta est en détention provisoire. Il est accusé d'avoir volé les bébés des femmes qu'il torturait à mort. Impossible de l'interviewer en prison, la marine a refusé. Dommage. C'était l'occasion de l'interroger sur la disparition de 2 religieuses françaises, Alice Domon et Léonie Duquet, qui furent kidnappées en 1977. L'affaire avait provoqué une vive émotion en France. C'est en recherchant des témoins que la piste française repart. Rosario Cerruti est une mère de disparus qui militait à l'association des mères de la place de Mai. Le 8 décembre 1977, une réunion se tient dans l'église Santa Cruz de Buenos Aires quand débarque un commando de l'ESMA. 11 personnes sont enlevées, dont la religieuse Alice Domon. Par miracle, Rosario échappe à la rafle. Il y a un homme qui a attiré mon attention à l'entrée de l'église. C'était un boiteux qui n'arrêtait pas de faire les 100 pas. J'ai raconté ce détail au consul français qui m'avait convoqué pour que je lui raconte l'enlèvement de la religieuse. Et là, j'ai été très surprise. Il s'est levé et il m'a demandé « Est-ce qu'il marchait comme ça ?» Le consul apparemment savait qui c'était. Plus tard, en 1978, j'ai été invitée en France par la congrégation des religieuses. Je leur ai raconté l'histoire et elles m'ont dit gênée « Oui, nous savons, c'est un Français d'Algérie. » 2 journaux français de l'époque évoquent la présence d'un ancien membre de l'OAS dans l'escadron qui fit disparaître Alice Domon, puis 2 jours plus tard, Léonie Duquet. Une information que confirme aussi le journaliste Jean-Pierre Bousquet, qui travaillait alors au bureau de l'AFP à Buenos Aires. Il a écrit un livre sur celles qu'on appelait les folles de la place de Mai. Dans l'équipe qui a procédé à l'enlèvement des gens de la Santa Cruz, il y avait un Français, je l'ai eu de plusieurs sources, boiteux, au surcroît. Ce qui n'est pas étonnant parce qu'il y en avait quand même pas mal qui collaboraient avec les forces de répression. Notamment pas mal d'anciens de l'OAS. Il y en a beaucoup qui avaient été amenés en Argentine avant le coup d'État par López Rega, dont sa garde rapprochée était faite essentiellement d'anciens de l'OAS d'Oran, des commandos Delta de l'OAS. Avant le coup d'État, López Rega était ministre. Il prépara le terrain aux généraux en fondant la AAA, l'Alliance argentine anticommuniste, une organisation d'extrême droite qui décima la gauche argentine. Les anciens de l'OAS jouèrent un rôle capital dans la formation de ces escadrons de la mort. Le vice-consul qui suivait de près justement un peu ces groupes, ces anciens d'Algérie, d'OAS, parce que lui-même avait eu pas mal de connaissances dans ces milieux-là, m'avait bien dit que effectivement le boiteux qui était à l'église devait vraisemblablement être un des anciens de l'OAS. Il le connaissait personnellement. Bertrand de Parseval, ce serait le nom du boiteux français. À la fin de la guerre d'Algérie, il s'est réfugié en Argentine comme un certain nombre de chefs de l'OAS qui échappèrent à la justice française grâce à la complicité de réseaux internationaux. Ma compagnie était basée dans les sous-sols de la mairie d'Alger, là, ici. Là. Parmi eux, Nicole Bézineau, condamné à la peine capitale pour sa participation au commando Delta, les escadrons de la mort de l'OAS. Comme son père, le général Gardy, patron de la Légion étrangère, ou son mari Michel Bézineau, qui prit part au putsch d'Alger. La bataille d'Alger, vous étiez ? Ah oui. Curieuse coïncidence. Au moment où les militaires français forment les Argentins à la lutte antisubversive, les chefs de l'OAS sont accueillis à bras ouverts par le gouvernement de Buenos Aires. C'est un pays assez extraordinaire. Nicole était sous un faux nom pendant 8 ou 10 ans. Ils nous ont donné des cartes d'identité sous nos faux noms. Sans problème. Des permis de conduire, des comptes en banque, des propriétés, sous des noms dont ils savaient, eux savaient qu'ils étaient faux. Face d'ange. C'était son surnom dans les commandos Delta de l'OAS. C'est, dit-il, lors d'un combat de rue à Alger qu'il a perdu sa jambe. Combien de personnes a-t-il tué? Il ne sait plus. Condamné à mort en Algérie, il est emprisonné à Fresnes. Et là, surprise. J'étais à Fresnes et à la sortie, ils m'ont appelé au ministère de l'Intérieur. Ils m'ont offert de voyager en Argentine gratuitement avec
des tracteurs, etc., des sous. Très bien. Ils m'ont demandé si je voulais bien partir. J'ai dit bien sûr. En fait, ils voulaient se débarrasser de vous. Ils avaient un tout petit peu peur. J'étais pas fou, mais je leur ai fait croire. Apparemment, Parseval n'a pas lu les livres où l'on parle d'un boiteux français lié à la disparition des deux religieuses. Ils doivent en inventer des conneries. Il confirme pourtant avoir été convoqué par le vice-consul Jacques Marquez au moment de cette affaire. J'ai dû être dénoncé à l'époque de cette action par une ancienne fiancée à moi. Je crois. J'ai pensé ça. Elle vous aurait dénoncé à l'ambassade? À l'ambassade, pour vous embêter? Par méchanceté, par bêtise. Cerruti, qui est Cerruti? C'est l'une des témoins. C'est donc cette femme qui, de bonne foi, n'a pas parlé de moi, mais d'un cojo. D'un cojo. Et là, le comte de Marquez a pensé que c'était moi. Voilà. Et pourquoi il a pensé à vous, d'après vous? Ancien douaire et boiteux. Et donc après, ils vous ont convoqué? Il m'a convoqué, il m'a parlé gentiment au début. Et puis après, il m'a menacé de me faire parler, de m'emmener dans un coin où je ne pourrais plus protéger mes petits copains parce que je serais obligé de parler. Je lui ai dit, ça va pas la tête. Je suis parti, ils m'ont photographié en bas et puis 2 jours après, ils m'ont téléphoné en me disant que c'était fini. Parseval affirme qu'il n'a rien à voir avec l'affaire des religieuses françaises. Ce qui est sûr, c'est qu'en Argentine, les anciens de l'OAS avaient suivi l'histoire de très près. Et notamment Hervé Faure, qui vit à Buenos Aires depuis 40 ans et qui soutient Mordicus, son copain Bertrand. Il y avait peut-être un mec qui boitait et qui était français, mais c'était pas Bertrand. Est-ce à cause des menaces que l'affaire n'a jamais été vraiment élucidée? Il est possible aussi que l'enquête du vice-consul n'ait pas été encouragée par sa hiérarchie. Car si officiellement le gouvernement français dénonce les abus de la dictature, sur place à Buenos Aires, l'ambassade adopte une position pour le moins ambiguë. Lorsqu'il y a eu l'enlèvement des 2 religieuses françaises, la consigne de l'ambassade, c'était bon, on fait pas de bruit, on va essayer de régler ça en douceur. Moyennant quoi, ça s'est pas réglé. Et l'assesseur militaire auprès de l'ambassade de France? L'assesseur militaire auprès de l'ambassade de France, le colonel Le Gay, lui, quand il est parti, parce que sa mission était terminée, il a été reçu à l'état-major et il a fait une déclaration en disant qu'il se sentait totalement solidaire des militaires argentins et que dans les mêmes circonstances, il aurait fait la même chose. Ma dépêche a été très très mal prise à l'ambassade. L'ambassadeur était très mécontent. Bon, à l'époque, c'était Destremo qui ne rêvait que de faire venir Giscard en Argentine, de le faire inviter par les militaires argentins. Donc, tout ce qui pouvait nuire aux bonnes relations était malvenu. Jusqu'où est allé le double langage de la France? Le général Arguindegui, ministre de l'Intérieur de la dictature, accepte de répondre à cette question. Sa réponse est stupéfiante. Entre nous, j'ai l'impression que le gouvernement français de l'époque vous a largement soutenu pendant ce qu'on appelait le processus. Je dirais que les gouvernants les plus haut placés, la plus haute hiérarchie de la France nous soutenaient. Mais pas à l'échelon inférieur, où la question des droits de l'homme a vraiment été un problème. Vous savez, l'opinion publique, le monde, sont pleins de gens qui penchent vers des idées progressistes de centre-gauche ou socialistes. La collaboration de la France avec la dictature argentine n'était donc pas que militaire, elle était aussi politique. Qu'en est-il du Chili? En fait, c'est le général Contreras qui aborde lui-même le sujet. Et ce qu'il dit est trop précis pour être une fanfaronnade. Dans le cas de la France, les services secrets ont collaboré avec nous à plusieurs occasions. Ils ont collaboré parce qu'il y avait beaucoup de réfugiés à Paris, c'est ça? Oui, d'ailleurs, les services de renseignement nous informaient sur les activités de ces gens-là. C'est eux qui nous ont prévenus quand ils ont initié l'opération Retour. C'était quoi ça? L'opération Retour, c'est quand les terroristes ont décidé de rentrer au Chili. C'est comme ça qu'on l'appelait? Oui, ils ont appelé ça Opération Retour et nous aussi. Ils ont commencé à rentrer au Chili. C'est en quelle année ça? Ça a commencé en 1978 et ça a duré jusqu'en 1980. Qui a collaboré? La police française, la DST ou la DGSE? La DST qui a le plus collaboré. Et comment? Elle nous prévenait dès qu'un terroriste montait dans l'avion, la plupart du temps avec des faux papiers. Nous avions des contacts permanents avec 37 services de renseignement du monde.
Mais pour nous, les plus importants, c'étaient les pays latino-américains. Nous avons eu des contacts avec tous les services de renseignement latino-américains. Derrière les contacts dont parle Contreras se cache en fait une organisation criminelle internationale qu'il a lui-même créée en 1975. Son nom de code, Opération Condor, ainsi que le prouvent des documents secrets américains récemment déclassifiés. Regroupant 6 dictatures du cône sud, elle s'inspire du modèle d'Interpol, avec une spécialité, la lutte contre la subversion. Désormais, la répression est coordonnée par une agence centrale du renseignement qui permet de traquer les opposants d'un pays à l'autre en toute impunité. Les méthodes de la bataille d'Alger appliquées à l'échelle d'un sous-continent. Une histoire illustre cette mécanique infernale, celle du franco-chilien Jean-Yves Claudet Fernandez. Arrêté lors du coup d'État de Pinochet, l'ingénieur est libéré grâce à sa nationalité française. À Paris, il rejoint les réseaux de résistance à la dictature chilienne. Le 30 octobre 1975, il s'envole de l'aéroport de Roissy à destination de Buenos Aires. Le lendemain matin, il est kidnappé à son hôtel par un commando argentin et disparaît, à jamais. Le principal responsable de sa disparition, c'est le colonel Ribeiro, alias Rawson, qui était son nom de guerre. Il était à l'époque commandant dans l'armée argentine. Il a joué un rôle capital en 1975 dans la lutte antisubversive dans le cadre de Condor. Pour cela, il voyageait beaucoup au Paraguay, en Uruguay et principalement au Chili, à qui il rendait de précieux services. Ici, il parle d'un Français du nom de Claudet. Il dit qu'il a été interrogé, et après qu'il n'existe plus, avec un sigle latin RIP, ce qui veut dire « repose en paix ». En clair que Claudet Fernandez a été assassiné. Est-ce que Ribeiro, alias Rawson, a été un élève des Français? Bien sûr. Il a été un élève des Français comme tous les officiers de son âge. Le colonel Ribeiro vit dans l'un des quartiers huppés de la capitale argentine. Né en 1932, il est effectivement un pur produit de l'enseignement des Français, comme tous les militaires de sa génération. Malheureusement, Ribeiro, alias Rawson, refuse d'ouvrir sa porte. Oui, bonjour, je viens de France. Je voudrais parler au colonel Ribeiro, s'il vous plaît. Qui est-ce? Je fais un travail historique sur l'histoire de la guerre antisubversive depuis l'Indochine à nos jours. Oui? Pouvons-nous nous voir pour en parler? Non, je vous remercie. Pour moi, c'est un thème du passé qui ne m'a apporté que des problèmes. Ça ne m'intéresse pas. C'est un chapitre difficile de l'histoire argentine. Ça ne sert à rien d'en parler. C'est comme pour vous, les Français. Il vaut mieux regarder vers l'avenir. Santiago du Chili. Monica González est une journaliste spécialiste du plan Condor. Jusqu'en 1978, elle était réfugiée à Paris. Depuis, elle accumule témoignages et documents. C'est elle qui a découvert les archives d'Arancibia Clavel en fouillant dans une annexe d'un tribunal de Buenos Aires. Et là, surprise. C'est à l'Argentin Ribeiro, alias Rawson, l'ancien élève des Français, qu'elle attribue la paternité de l'opération Condor. Arancibia Clavel envoie un compte-rendu au quartier général de la DINA à Santiago où il dit « Le colonel Rawson a établi avec les services migratoires argentins la liste de tous les Chiliens entrés dans le pays après le coup d'État du 11 septembre 1973. » Cet officier propose de créer une agence centrale du renseignement entre le Chili, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Ce n'est donc pas le général Contreras qui a eu l'idée de Condor. Non, c'est lui qui l'a créé, mais c'est Rawson qui a eu l'idée. Est-ce qu'il y a des étrangers qui sont liés à l'opération Condor? Oui, et c'est peut-être l'un des aspects les plus secrets de Condor. La DINA a créé un bras international pour ses activités extérieures, composé d'un groupe d'Européens. Parmi eux, il y a des Italiens, dirigés par le terroriste et fasciste Stefano Della Chiae. À ce groupe de terroristes italiens s'ajoute le célèbre terroriste français Albert Spaggiari, un ancien de l'OAS, et Michael Townley, un Américain recruté par la DINA.
En fait, l'opération Condor, c'est une organisation qui coordonne les services de renseignement des dictatures d'Amérique latine avec un bras armé parallèle qui s'appuie sur l'international noir, composé des principaux groupes terroristes européens. C'est dans cette maison de Santiago du Chili que les mercenaires internationaux préparent les attentats de l'opération Condor contre les opposants réfugiés à l'étranger. 1974, le général Prats, le chef d'état-major du président Allende, est assassiné à Buenos Aires. 1975, attentat à Rome contre Bernardo Leighton, le vice-président d'Allende. 1976, assassinat à Washington de Fernando Letelier, ex-ministre des Affaires étrangères. La même année est abattu en plein Paris le général Centeno Anaya, l'ambassadeur de Bolivie. Des documents déclassifiés américains révèlent que la capitale française était dans la ligne de mire de l'opération Condor, qui avait programmé à Paris d'autres attentats. Dès 1976, les services secrets français étaient informés de ces projets. Qu'ont-ils fait? Est-ce que vous pensez que le gouvernement français a collaboré avec l'opération Condor? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que personnellement, j'ai été arrêté à l'aéroport de Roissy alors que j'attendais un avion en provenance du Chili. Ce fut très violent. Ils m'ont bandé les yeux et m'ont emmené dans un lieu souterrain. Le seul détail que j'ai pu noter, c'est que l'un de ceux qui m'interrogeaient avait une prothèse à une main. Ils ne m'ont pas frappé, mais ce fut violent. Tout le temps où ils m'ont gardé, ils ne m'ont rien donné à boire ni à manger. Ariel est la veuve de Jean-Yves Claudet Fernandez. Après l'arrestation de Pinochet à Londres, elle a repris espoir que justice soit rendue. Un juge français a réouvert le dossier de son mari. Des mandats d'arrêt internationaux ont été lancés contre le général Contreras, Arancibia Clavel et le colonel Ribeiro, alias Rawson. Ils devraient être jugés par contumace à Paris. Après 27 ans d'exil en France, Ariel est retournée vivre au Chili. Doucement, presque gênée, elle parle d'une blessure secrète qui n'en finit pas de cicatriser. Elle n'a pas compris l'attitude des autorités françaises au moment de la disparition de Jean-Yves. Le jour suivant, je me suis adressée au ministère des Affaires étrangères français pour lui demander de l'aide. Mais personne ne m'a aidée. Ils m'ont dit qu'il fallait garder le silence et ne pas bouger parce que ça pouvait être dangereux pour mon mari. Comment l'expliquez-vous? Je pense que les Français étaient de mèche avec l'extrême droite. La répression de la DINA et l'opération Condor.